Cette semaine, au podcast ordinaire, j'ai reçu la boxeuse Leila Baudouin qui vient tout juste de gagner son combat et est devenue championne du monde. Honnêtement, c'est la première boxeuse que je reçois sur le podcast. J'ai pas eu peur, on s'est pas battu, ça a super bien été. Elle est tellement incroyable. Honnêtement, de A à Z, on a eu du plaisir aujourd'hui. Je connaissais pas beaucoup le monde de la boxe, pour être franc. Elle nous a expliqué les concepts, elle nous a expliqué ça. Juste une fille qui est tellement terre à terre, go with the flow. C'est facile de jaser avec elle. J'espère que vous allez apprécier le podcast d'aujourd'hui autant que moi. Et si c'est le cas, pour laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast, YouTube, Spotify et compagnie. Bon épisode tout le monde. Petite pause à l'épisode du podcast ordinaire pour parler d'un de nos merveilleux sponsors qui est ma compagnie, Mindblow Energy. Eh bien oui, sachez que je sponsorise mon propre podcast, qui a dit que je pouvais pas. Mindblow Energy est une compagnie québécoise de produits énergisants sous deux formes, soit en boisson énergisante pétillante ou tu fais ta boisson énergisante toi-même à la maison avec notre best-seller ici, supplément. Quand vous allez sur amazon.ca ou mindblowenergy.com, le supplément est en furie présentement. Donc deux façons de le consommer et comme je le disais, nos produits ont des nootropics à l'intérieur, qui sont des ingrédients qui augmentent les fonctions cognitives. Donc, c'est pas juste de la caféine, c'est vraiment des ingrédients qui aident au focus, à l'énergie longue durée sans le crash, mémoire, clarté mentale, vous allez voir, c'est vraiment cool. Et je le répète, vous avez deux différents choix. Et petite primeur, nouveauté maintenant, avec la sans caféine de Mindblow. Si vous aimez les effets des nootropics pour justement être plus concentré, plus focus, mais que vous voulez encore consommer, je sais pas, du café, une autre boisson, ou si vous voulez pas de caféine du tout, c'est le nouveau choix à faire. Merci beaucoup à Mindblow de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Et sur ce, de retour à l'épisode. Leila Baudouin au podcast ordinaire, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. T'es pas habillé comme on te voit habituellement dans toutes tes vidéos et autres. On n'est pas dans ton entraînement aujourd'hui. Non, je suis habillée en fille. J'adore ça. J'adore ça. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Ben, merci de m'avoir invité. Toi qui es récemment déménagé à Montréal. C'était pas trop loin. Tant mieux. Je suis super content de te recevoir aujourd'hui. Ça fait un moment qu'on devait se voir en plus, mais bon, on a parlé les enfants et compagnie. Comment ça va? Comment ça va la carrière jusqu'ici? Parce que là, je veux dire, on devait se voir avant ton combat. Tu as eu ton combat. Tu as gagné. J'ai envie de commencer par te dire félicitations. Merci. Te dire comment on se sent comme une championne du monde? Ben, je réalise comme pas, je pense. Quand les gens me disent « Hey, t'es championne du monde », puis tu sais, hier, j'étais avec ma coloc Sabrina, puis il y avait une de ses amies, puis elle était comme « Je vais dire à mon fils que j'ai chillé avec une championne du monde », puis à toutes les fois, je suis comme « Ah, tu sais, c'est genre, je suis comme, c'est vrai, tu sais, j'oublie ça. Je reste vraiment moi-même, puis très humble par rapport à ça, fait qu'on dirait que je l'oublie. Je l'oublie moi-même. Je trouve que c'est tellement quelque chose qui est comme... C'est beau sur un CV. C'est beau sur un CV. Ça paraît Ben, ça paraît quand même championne du monde. Est-ce que tu peux m'expliquer, puis là, c'est totalement mon manque de connaissances, là. Puis je vais le dire comme ça sort. Il y a beaucoup de gens qui deviennent champions du monde dans la boxe. Ouais. Vous avez beaucoup de catégories, je pense. Tu veux-tu juste comme me démêler un peu pour comprendre? Puis peut-être aussi, toi, c'est poids... Super plume. Démêle-moi un petit peu dans comment ça fonctionne, peut-être. Bon, ben, il y a des catégories de poids. Ouais. Fait que ça, chaque catégorie de poids, on a un nombre de filles ou de garçons dans chaque catégorie, on s'entend. Moi, je compétitionnais seulement contre les filles de ma catégorie. OK. Des fois, on peut déroger de ça, mais si on se bat pour un titre, c'est des filles de la catégorie même, Parfait. Habituellement. Il y a des catégories de poids qui vont avoir plus de filles, donc plus de compétition. Il y en a d'autres qui en ont moins. Okay. Fait qu'une catégorie de poids, mettons, de 165 livres, naturellement, il va peut-être avoir moins de filles. Les poids lourds, je pense, sont 18 filles. OK. Fait que c'est vraiment pas beaucoup. Tandis que moi, on va être 220 dans ma catégorie. Fait que là, il y a un peu plus un challenge. Mais comparé aux hommes, il y a des catégories que les gars sont genre 1500, 2000. Fait que, tu sais, le bassin d'hommes est plus grand. Okay. Naturellement, pour une fille, ça va être plus facile dans un sens de devenir championne du monde que chez les garçons parce qu'il y a plus de profondeur dans les catégories. Ceci étant dit, dans chaque catégorie de poids, il peut y avoir 4 champions du monde. Okay. Donc, il y a 4 grandes associations de ceinture. Il y a la WBA, WBO, IBF et la WBC, qui est la plus connue parce que c'est la fameuse ceinture verte que, c'est ça, les gens reconnaissent assez bien. Fait que ces 4 ceintures-là. Puis, il y a la 5e association, qui est comme pas une association nécessairement. Les autres associations, comment ça fonctionne, c'est que quand tu boxes pour ces associations-là, quand tu veux avoir une ceinture, il faut que tu paies un frais. Fait que tu paies comme les officiels qui viennent, le juge, tu paies la sanction de la ceinture et tout ça. Fait que c'est comme des dizaines de milliers de dollars, bien souvent, pour boxer. Entre 5 et... Puis souvent, mettons, rendu avec des gros combats comme Canelo, par exemple, c'est un pourcentage de la bourse. Fait que si on parle de 100 quelques mille dollars qui s'en va à l'association de la ceinture. Fait que c'est très lucratif pour elle.
Mais maintenant, la ceinture The Ring Magazine, qui est un magazine vraiment prestigieux de boxe, que ça fait des années que ça existe, eux, ils ont leur propre ceinture qui coûte rien. Tu n'as pas besoin de payer pour l'avoir. Puis eux la donnent à le boxeur qui juge qui est le meilleur. Fait qu'ils ont leur propre ranking à eux. Puis c'est pas... Il n'y a pas de diplomatie là-dedans. Il n'y a pas de comme, nous, on aimerait ça que notre boxeur soit ranké à telle place, comme il peut arriver dans les jasettes avec les avocats et tout ça. Fait que cette ceinture-là, aux yeux de plusieurs boxeurs, c'est elle la plus prestigieuse parce que c'est elle qui a comme pas de tricherie un peu ou de trucs qu'on peut aller comme jouer ce violon et faire « moi, j'aimerais ça me battre pour telle ceinture. Je suis gentille, regardez-moi. » Non. Fait que c'est ça. Fait que quand on parle de champion incontesté ou undisputed en anglais, c'est quand que la personne a les 4 ceintures et la 5e de ring va naturellement à la personne qui a les 4 ceintures. Si on parle de voyons, je le dirais pas, mais en fait, une personne qui va avoir 2 ceintures ou plus sans avoir les 4-5 tout ensemble, ça, c'est un autre nom que j'ai vraiment un blanc et que j'ai l'air tard en ce moment, mais c'est pas grave. Mais ça a l'air complexe quand même. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, il peut y avoir plusieurs champions du monde. Fait que ce qui est cool, c'est que quand il y a 4 championnes du monde dans une catégorie ou 4 champions du monde dans une catégorie, mais ces filles-là ou ces gars-là, souvent, ils veulent s'affronter pour devenir undisputed éventuellement puis avoir comme les 4 titres. Fait que ça, c'est comme le grand but, là, souvent, des boxeurs. Puis, à part ça, tu sais, souvent, on va voir des ceintures, puis particulièrement au Québec, on connaît pas tant la boxe. On la connaît, la boxe, on est fan, mais on la connaît pas tant que ça. On connaît le hockey. Le hockey, on connaît ça en tabarouette, mais le reste des sports, on n'est pas tant connaissant. Mais il va y avoir des ceintures. Moi, j'ai gagné une ceinture il y a 2 ans, un peu plus que 2 ans, je crois, puis c'est une ceinture mineure. Mais les gens, ils pensaient que j'étais championne du monde. Mais non, c'est une ceinture mineure. Fait que chaque association a des ceintures mineures. Puis ces ceintures mineures-là servent à te ranker. Te placer dans le ranking, dans le top 10 des associations pour éventuellement avoir une chance en championnat du monde régulier. Fait qu'il y a plein de petites ceintures ici et là en dessous qui servent à se placer, à monter dans les classements et tout ça pour se faire connaître. Fait que souvent, c'est là que les gens sont mêlés. C'est pas parce qu'on a une ceinture qu'on est champion du monde. J'allais te dire, ça doit être un sujet que tu répètes quand même très souvent de gens qui te demandent, c'est comme « Ah, t'es la championne du monde incontestée, puis là, tu dois démêler un petit peu cette... » parce que ça a l'air quand même... Je rentre pas toujours dans les détails avec les gens parce qu'il y en a qui c'est comme « Ah, Jake est championne du monde! » Puis là, ils sont un peu sa brosse, je suis comme « Puis tu sais, je fais juste le dire. » Ouais, c'est ça. Mais quand il y a des gens comme ça qui me le demandent, ça me fait vraiment plaisir de l'expliquer. Puis si les gens écoutent, ils vont se coucher moins niaiseux. J'apprécie que tu m'aies démêlé parce que moi, je faisais juste regarder puis j'étais comme c'est une championne du monde. Puis voilà. Avant même la boxe, tu viens du Témiscouata, dans le bas. C'est quoi, dans le bas du fleuve? Je suis pas le meilleur en géographie, pour être bien franc. En s'en allant vers le Nouveau-Brunswick. C'est comme 30 minutes avant d'arriver au Nouveau-Brunswick. T'as mon petit village qui s'appelait autrefois Cabano, qui s'est fusionné avec le village voisin Notre-Dame-du-Lac, qui sont devenus Témiscouata-sur-le-lac. Je dis que je viens de la région du Témiscouata parce que c'est moins compliqué. Puis ça met la belle région au complet en lumière. Puis ça me fait plaisir. Dans tous les cas, c'est loin. C'est quand même très loin d'ici. D'ici un bon 5h30. Quand même. Je dirais 6h, ouais. Comment tu dirais était ton enfance? Ça a été tough par moment. Mais sinon, si je parle de ma famille, j'ai une famille formidable. Moi, j'ai été adoptée à l'âge de 8 mois par des parents vraiment formidables. Ils m'ont toujours poussée dans le sport. J'étais une fille qui était très compétitive, qui adorait faire du sport, qui adorait bouger, hyperactive, très, très, très hyperactive. Fait que j'ai toujours fait du sport. J'ai été élevée avec 3 grands frères. Fait que ça a fait de moi une petite fille tough, tomboy par moment, par beaucoup de moments. Puis, mais sinon, au niveau de mon enfance comme telle, j'étais un peu différente. Je me suis toujours sentie un peu différente des autres intérieurement. T'es avec du monde, mais tu te sens seule quand même. C'était un peu comme ça que je me sentais. T'es-tu capable de mettre des mots là-dessus sur le pourquoi? Des fois, aujourd'hui, on regarde en arrière puis on comprend peut-être des choses. De l'autre côté, je veux dire, adopter, des fois, c'est en soi aussi. Là. Je veux dire, tu comprends ce que je veux dire? Écoute, j'ai été adoptée, j'avais 8 mois. Puis honnêtement, si mes parents me l'avaient caché, ils avaient décidé de pas me le dire, je l'aurais jamais su. Je l'aurais jamais su. Fait que, tu sais, je m'en suis pas rendu compte. J'ai pas eu de problème d'abandon. J'ai pas eu, tu sais, comme il y en a qui peuvent avoir, puis c'est correct. Là. Fait que non, j'ai bien grandi à travers ça. Mais au niveau de comment je me sentais, c'est que, bon, je sais qu'il y a plusieurs gens qui parlent de ça, je trouve, dans les dernières années, mais je pense que ça fait 1 an et demi maintenant. Je lisais pour mon filleul, là, dans le fond, justement, on va revenir à mon adoption. J'ai 3 grands frères, mais dans ma famille biologique, j'ai une sœur.
Puis moi, étant petite, avec 3 grands frères, j'arrêtais pas de dire à mes parents « Faites-moi une sœur, je veux une sœur, nanana. » Puis mes parents, quand ils me parlaient de mon adoption, ils me disaient « On pense que tu as une sœur. » Ils savaient que j'avais une sœur, mais ils voulaient juste pas me décevoir si jamais il arrivait quelque chose. Puis, fait qu'éventuellement, avant, dans le temps, en fait, il fallait que j'attende 14 ans avant de pouvoir faire des demandes de retrouvailles pour retrouver ma famille biologique. Ce que j'ai fait quand j'ai eu 14 ans, la journée même. Puis, éventuellement, ma mère biologique a accepté qu'on se rencontre. Puis, elle m'a mis au courant que j'avais une sœur qui s'appelle Sophie, puis un demi-frère aussi, un frère Andrew. Puis, qui sont dans la région de Montréal, d'ailleurs. Puis, on est en super bon terme et tout ça. Puis, Sophie, ben je suis marraine de ses 2 enfants. Fait qu'on est très, très proches. C'est comme si on avait toujours été sœurs. C'est vraiment spécial. Depuis le début, là. Ouais. Fait que mon filleul, Raph, il avait comme vraiment des aptitudes spéciales puis tout ça. Puis moi, je suis infirmière aussi, puis j'aime ça comme aller dans le profond, le pourquoi du comment et tout ça. Puis je suis comme, OK, pourquoi il est comme ça? Puis je me suis mis à lire, à savoir pourquoi il y avait certains comportements et tout ça. Puis éventuellement, je suis tombée sur la douance. Ouais. Puis là, je me suis mis à lire là-dessus, puis j'étais comme, tu sais, hey! C'est comme si je lisais à propos de moi. J'étais genre, OK, c'est spécial. Okay. Puis j'avais des amis à qui je parlais de ça souvent. J'ai 1 ou 2 amis que j'étais capable de parler de ça parce que c'est des sujets qui peuvent sembler lourds, mais je disais souvent, je me sens comme un extraterrestre sur ma propre planète. Okay. Je me sentais comme si j'appartenais à aucun endroit, comme si j'étais constamment différente. Puis j'étais comme, pourquoi je pense pas comme les autres? Ou je suis non moins différente, tu sais, Puis je suis rapide à trouver des explications. Puis quand j'étais jeune, j'avais des chums de filles et tout ça, puis genre que moi, j'arrivais avec un autre point de vue, où je faisais l'avocat du diable, où j'arrivais avec un point de vue complètement différent. J'étais comme, mais tu sais, j'ai été élevée avec 3 gars, fait que moi, je pense comme un gars, fait que c'est pour ça. Tu mettais là-dessus? Ouais, je disais ça. Mais c'était pas ça, finalement, c'était vraiment la douance. Puis éventuellement, je me suis dit, hey, je pourrais aller voir si je l'ai. Puis aussi, j'étais pas mal sûre que j'avais un TDAH. OK. Mais ma douance, ce que j'ai su, c'est que ça faisait en sorte que j'étais capable de coper puis de bien vivre avec mon TDAH. J'ai trouvé des trucs pour le pallier. Fait que finalement, en décembre, pas cette année, l'autre année d'avant, je suis allée pour me faire diagnostiquer. Puis finalement, j'ai un double exceptionnalité, que ça s'appelle. Puis c'est pas parce qu'on est doublement exceptionnel, c'est simplement c'est simplement parce que c'est extrêmement rare. Fait que, mettons, dans la population, je vais dire des pourcentages, mais c'est pas accurate, là. Mais il y a peut-être 4 à 6 % de la population qui est TDAH, un vrai de vrai TDAH, ou TDA, peu importe. Puis dans ce 4 à 6 %-là, ben, il y a 1 % qui va avoir une double exceptionnalité avec le TDAH. Okay. Puis pour être une double exceptionnalité, c'est que ça prend 2 troubles. Une douance, c'est pas nécessairement un trouble, mais ça va être, mettons, douance avec un TSA, avec un trouble du spectre de l'autisme. Ça peut être douance avec même juste un problème au niveau de l'apprentissage, douance avec TDAH, tout ça. Fait que là, on va parler de double exceptionnalité parce que c'est extrêmement rare. C'est pas parce qu'on est hot. Vraiment pas. Vraiment pas. Ça, ma blonde, elle a la tourette et un TDA. Je vais peut-être pouvoir lui dire qu'elle est doublement exceptionnelle ce soir. Peut-être. Peut-être. C'est quand on a comme 2 trucs associés ensemble. Mais il faudrait que je vérifie. Là, Fait que tu as eu le diagnostic dans le fond officiel, right? Oui. Puis à la base, quand tu as seulement une douance, tu peux pas appeler ça un diagnostic. C'est juste comme un constat. Parce que pour être un diagnostic, comme c'est pas une maladie, mais c'est un diagnostic, il faut avoir 2 trucs pour être... C'est ça. Ça, c'est un autre détail. Fait que je suis allée me faire diagnostiquer, évaluer. C'était sur 2 jours avec une neuropsychologue. C'était excessivement long, quand même drainant mentalement. C'est beaucoup de tests et tout. Puis après ça, ce que ça m'a amené, c'est beaucoup de closure, beaucoup de réconfort parce qu'il y a beaucoup de moments où je me demandais dans ma vie pourquoi j'étais comme ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Puis ça m'a quand même coûté un bon 2300$ avoir le diagnostic. Mais ça m'a tellement amené du réconfort intérieurement parce que pour revenir aux situations quand j'étais jeune, j'ai vécu quand même beaucoup d'intimidation parce que j'étais différente, mais je disais mes points aussi de façon différente. J'avais quand même une forte opposition avec certaines personnes, certaines figures d'autorité qui me revenaient pas, puis j'allais complètement les faire chier. Là, je m'excuse, mais c'est ça. Puis, tu sais, en tout cas, puis ça faisait en sorte aussi que, justement, j'avais de la misère à me lier d'amitié avec des gens parce que j'avais un décalage avec eux. Fait que moi, j'aimais mieux me tenir avec des gens plus vieux. Comme, mettons, puis j'attribuais ça, encore une fois, au fait que mes frères ont 5 ans, 9 ans et 11 ans de plus que moi. Oh. Fait que je disais, mais c'est normal que je veuille me tenir avec des gens plus vieux. C'est juste parce que je suis habituée d'être avec des gens plus vieux. Mais c'est pas à cause de ça, encore une fois. C'est à cause de la douance.
comme tu l'as dit, c'est le fun d'avoir des réponses à un moment donné aussi. Là. Quand tu passes ta vie à te poser des petites questions sur toi, puis à, comme tu l'as dit, avoir l'impression d'être un extraterrestre. Ouais. Ça doit être le fun après ça, malgré que ça a pris quand même pas mal d'années, mais au moins... ça m'a tellement apporté un réconfort immense, parce que c'est ça, au lieu de juste me sentir comme un extraterrestre, mais c'est comme, OK, il y a une explication à ça. Puis tu sais, les 2 amis à qui j'en parlais de ça, ben eux ont potentiellement ça aussi, tu sais. Puis je pouvais leur en parler de ça avec eux, mais avec d'autres gens, les gens sont comme, ben voyons, pourquoi tu dis ça, t'es pas non. Puis les gens peuvent pas comprendre, peuvent pas se mettre à notre place. Surtout la douane, c'est quelque chose que les gens connaissent très peu, puis on dirait qu'on l'associe, tu l'as dit tantôt, les gens, ils font faire, bon, elle a un QI haut, fait qu'elle est plus hot, mais tellement pas, parce que honnêtement, ça m'a plus apporté. Ben là, j'ai dit ça, puis je suis rendue championne du monde de boxe. OK, clairement, il y a quelque chose de bien dans la douance pour ma part, mais c'est pas tout le monde qui peut le développer puis l'utiliser dans un sens. Puis moi, à l'école, j'ai eu des problématiques. C'est sûr, mon TDAH m'aidait pas. Ouais. Mais tu sais, j'ai eu plus de problèmes, mettons, social que du bon, tu sais, en ayant ça. Fait que non, c'est pas si hot que ça. Ouais. Mais, comme tu l'as dit, tant que tu trouves des mécanismes, comment t'en sortir, vivre avec, comment continuer d'avancer. Puis je pense que tu l'as fait de façon naturelle. Puis là, maintenant que tu as le diagnostic, ben là, ben c'est ça. Savoir qu'est-ce que tu fais. Toutes les gens qui m'ont comme intimidée aussi ou ça, parce que j'étais jeune, mais aujourd'hui, moi, j'ai fait ma vie, puis ça va bien, puis j'essaie de continuer d'inspirer les gens, puis j'espère que ces gens-là sont inspirés, puis qu'à la limite, ils se sentent un peu mal. Shout-out à eux autres. Le pire, c'est que c'est tout le temps ça. Puis c'est souvent des gens qui sont tellement perdus à l'adolescence, puis tu sais, moi-même, bon nombre de gens qui ont pu m'intimider ou que j'avais pas des bonnes relations, puis aujourd'hui, ça peut m'écrire pour me demander conseil ou m'acheter mes produits ou écouter le podcast. Fait que c'est encore là, moi, je garde aucune animosité. Puis tu regardes aujourd'hui, puis t'es comme, continue ta vie. Continue ce que tu fais. On les envie pas. C'est ça. Tu disais à Christine qu'à vers 17 ans, tu as commencé la boxe par hasard, un peu comme pour quoi? Pour tester le sport, pour essayer? Non, en fait, moi, je faisais du ski de compétition, fait de la course de ski. Puis l'été, je faisais du soccer. Fait que j'étais comme entre ma saison, c'était ma première année cégep. Puis j'avais fait la première saison au cégep dans l'équipe de soccer. Puis j'étais peut-être en novembre, je pense, juste avant de commencer la saison de ski. Puis grande hyperactive que je suis, une de mes chums, Marie-Ève, à Rivière-du-Loup, elle m'avait dit « Hey, ça fait une couple de fois de temps que je t'inscris au cardio-box à l'école de boxe olympique de Rivière-du-Loup. » Puis elle était comme « Viens donc essayer. » Puis je suis comme « Ben oui, parfait, je vais venir. » Fait que j'étais allée essayer ça. J'ai vraiment trippé. Puis j'ai commencé à faire ça de façon récurrente. Le lundi, mercredi, j'y allais toujours. Puis j'ai fait ça pas mal tout l'hiver, en combinant avec le ski. Puis au printemps, en mars-avril, j'ai vu l'équipe de compétition s'entraîner un soir parce qu'habituellement, ils s'entraînaient le jeudi, fait que je le voyais jamais. Puis finalement, il y avait une compétition ce week-end-là, fait qu'ils se sont entraînés le mercredi. Fait que j'ai vu ça, puis j'étais comme, c'est quoi ça? T'sais, je connaissais pas ça, la boxe amateur. Je savais même pas qu'il y avait de la boxe olympique. T'sais, je connaissais rien là-dedans. Je connaissais la boxe professionnelle, je l'écoutais beaucoup avec mon père. Mon père était un grand fan, mais jamais la boxe amateur. Puis j'ai fait un crime, je vais essayer ça. Puis j'ai essayé, puis j'ai juste jamais arrêté depuis. Par hasard, ouais, c'est fucké. Hein. C'est hot. À quel moment est-ce que vraiment c'est devenu plus qu'un hobby, peut-être? Parce que là, t'avais le ski, t'avais le soccer, t'avais le cégep, t'avais tout ça. De ce que tu m'as dit étant infirmière, c'est que t'as terminé tes études aussi. Ouais, mais pas à ce moment-là. Parce que justement, moi, le sport a toujours passé en premier. Puis j'étudiais au cégep de Rivière-du-Loup. Puis c'est pas juste ça pour tout le monde, mais la plupart en fait, beaucoup d'infirmières vont voir leur travail comme une vocation, comme la première chose dans leur vie, puis c'est correct. Puis bravo à elle. Fait que je pense que moi, quand je disais ouvertement au professeur à Rivière-du-Loup que, l'infirmière, c'est mon plan B, moi, je veux boxer, ça heurtait leurs valeurs, leurs core values, je crois. Fait qu'ils m'ont commis dans un petit panier, tu sais, de classe à part, puis ils n'ont pas été super compliantes. J'étais sur l'équipe du Québec aussi en boxe, puis il n'y avait pas le choix de réaménager mes horaires pour m'aider avec les études et tout ça, de façon à ce que ça faisait partie de la politique du cégep, tu sais. Puis réaménager mes horaires de façon à ce que j'échoue. Fait que me mettre tout en même temps pour que ce soit impossible à faire. Nice. Et ils m'aidaient pas. C'était tout le temps comme, toi, on sait bien. Toi, c'est ça, t'avais encore de la boxe. T'sais, je venais de devenir championne du Québec, puis il y avait peut-être 1 ou 2 profs qui me félicitaient sur les comme 10 profs qu'on avait, puis les autres étaient comme, toi, ça, on sait bien, tu reviens ton truc de boxe. Fait que c'était vraiment triste. Puis éventuellement, ma mère, elle m'a dit, là, Leila, c'est assez, tu fais rire de toi, il est arrivé des situations. Puis j'ai vraiment de la misère à lâcher ce que je commence, mais j'ai dû arrêter. Puis j'ai arrêté, j'ai focusé sur la boxe. Je me suis déménagée à Québec après ça avec mon ex Jimmy. Puis j'étais allée à l'université un petit peu. Finalement, j'ai arrêté l'université. Je me suis dit, je vais continuer à travailler en restauration, puis je vais boxer. Puis je ferai ça un temps, puis on verra.
OK. Puis éventuellement, durant la pandémie, j'ai recommencé les soins infirmiers en écoutant Grey's Anatomy. Ah ouais, j'étais comme, hey, je m'ennuie vraiment des soins infirmiers finalement. Fait que j'étais comme, hey, je vais recommencer. Je me suis réinscrite au cégep de Lévis. Puis le cégep de Lévis, sérieux, ça a été tout l'inverse. Là. Les profs étaient fiers. Même là, je pense que je suis devenue championne du monde. Puis ils ont partagé que j'étais rendue championne du monde. Le cégep, pour dire qu'une ancienne étudiante était rendue championne du monde. Ils ont vraiment été sur la coche. Puis, tu sais, mettons, à chaque début de session, ils me disaient, tu viendras nous voir avec tes horaires. Fait que j'ai été capable de faire mes combats en étudiant à temps plein. Je faisais des allers-retours Montréal-Québec à chaque semaine. Pour aller m'entraîner à Montréal, je revenais. Tu sais, ça avait été vraiment rock'n'roll, là, ces 3 années-là, mais j'ai full bien réussi, puis grâce au sport qui m'ont Tant mieux. Ouais. À cette époque-là, j'imagine, encore une fois, là, tout ce qui est équité hommes et femmes a tellement changé depuis, bon, on peut dire 20-30 dernières années, mais 10 dernières années encore plus. Si on se concentre sur la boxe, est-ce que quand tu as commencé comme ça, vers 17, 18, 19, 20 ans, y avait-tu beaucoup de femmes qui pratiquaient justement autant... Ben, en fait, surtout la boxe professionnelle à cette époque-là? Vraiment pas, là. C'est fou, tu sais. Un peu plus tard, quand je boxais amateur, ben, il y avait Marie-Ève Dicker au Québec, qui était championne du monde aussi. Fait qu'elle, c'était vraiment une des pionnières. Éventuellement, il y a eu Kim. Puis après ça, on a commencé le Marc-Pierre Houle, moi. Il y a eu Martine Vallière aussi qui a commencé. Puis là, il y en a d'autres qui y vont. Puis c'est vraiment le fun de voir l'essor. Mais juste moi, quand j'ai tourné pro, je venais de devenir championne canadienne en 2019. Puis j'avais fait une entrevue au 5 à 7 à RDS. Puis il m'avait demandé, toi, t'aimerais-tu ça tourner pro éventuellement? Puis j'avais dit, t'es-tu malade? Jamais, ça m'intéresse pas. Puis finalement, parce que je venais de rentrer sur l'équipe canadienne, je pensais que mes rêves allaient s'ouvrir. Moi, mon rêve, c'était d'aller aux Olympiques. Puis finalement, il y avait eu de la zizanie là, avec Boxing Canada. C'est un autre gros sujet dans lequel on n'ira pas, mais les gens qui savent. Puis j'étais comme, moi, je tolère pas cette bullshit-là. J'irai pas là-dedans. C'est toxique comme environnement. Fait que j'étais comme, bon. Puis là, j'ai passé l'été à faire comme, bon, ben c'est quoi ma vie finalement? Moi qui pensais devenir championne canadienne, c'était comme, yes, l'ouverture des portes, la vie commence. Puis finalement, c'est plus ça. Puis mon coach de l'époque m'avait dit, hey, ben tu pourrais tourner pro. Puis j'étais comme, ben, pourquoi pas, rendu là. Puis j'avais vécu une situation difficile. Mon ex-conjoint Jimmy s'était enlevé la vie un an avant ça. Puis j'étais comme, sais-tu quoi? Comme, je me voyais pas devenir championne du monde. Je me voyais pas rivaliser avec l'élite mondiale. J'étais comme, si je pourrais être une petite boxeuse locale qui peut inspirer les gens de par son histoire et tout ça, puis avoir une certaine notoriété, puis pouvoir mettre de l'avant la santé mentale des hommes, puis dire à quel point c'est important, bien écoute, je vais utiliser ma carrière pour ça. C'était ça mon but premier. Puis éventuellement, ben ça l'a changé. Non, mais en même temps, je me dis, sais-tu pourquoi tu te mettais déjà je vais pas dire ces bâtons-là dans les roues, mais ces limitations-là, dans le sens où tu me disais, infirmière, c'est plan B. De ce que je comprends, la restauration, c'était plan B, C, D, E, F, G. Je veux dire, c'était là pour faire des sous pendant que tu faisais ça. La boxe, c'est ce qui t'intéressait le plus. Sais-tu qu'est-ce qui faisait vraiment au fond de toi qui t'empêchait de dire, je fais le step de plus? Parce que je veux dire, est-ce que tu aurais pu gagner ta vie de juste être championne canadienne qui va aux Olympiques? Non. Vraiment pas. Bon. Mais non, ben en fait, c'est que, tu sais, mettons, je suis très terre à terre, puis je suis capable de voir ce que je suis, tu sais, je veux dire, je me regarde boxer, puis je regardais boxer Cathy Taylor. J'étais comme, je suis vraiment pas là. Tu sais, j'étais juste très terre à terre avec ce que j'étais, puis comme honnête, puis authentique par rapport à ce que j'étais. Puis je suis pas du genre à me mettre sur un piédestal puis dire comme, c'est moi la next, tu sais. Je comprends. C'est juste qu'éventuellement, les efforts ont payé. Je me suis mis à venir m'entraîner à Montréal avec mon entraîneur Samuel Descaries-Drolet. Puis après la pandémie, j'avais recommencé à m'entraîner avec Émilien, qui est un entraîneur que j'apprécie beaucoup. Puis quand j'ai recommencé à m'entraîner avec lui, ça l'a vraiment... On dirait, je sais pas, ça l'a déclenché dans ma tête. Il y a quelque chose qui s'est mis à bien aller. Ma boxe, ça a évolué. Après ça, j'ai commencé à venir m'entraîner à Montréal avec Sam. Je faisais comme des allers-retours Montréal-Québec durant mes 3 années de cégep. Puis après ça, ben là, depuis 2 ans, je m'entraîne à temps plein seulement à Montréal. Puis c'est fou comment que ça l'a fait une grosse différence. C'est juste de plus être à l'école en même temps, de pouvoir mettre mon énergie à 100% sur l'entraînement puis à la récupération. Ben c'est ça qui a fait en sorte que, je pense, tout a évolué. Puis tu sais, quand je viens m'entraîner à Montréal, mais c'est un gym de boxe professionnel seulement. Fait que c'est pas ouvert à monsieur, madame, tout le monde. Fait que c'est que quand tu t'entraînes avec des pros, ben tu vois les autres, tu t'inspires, tu développes de la discipline encore plus, tu fais tout ce qu'il faut. Fait que tu sais, honnêtement, quand j'ai commencé, je faisais pas tout ce qu'il faut. Tu sais, je travaillais en restauration, puis je travaillais dans un bar carrément. Fait que tu sais, quand j'avais des combats, je buvais pas, mais sinon, j'étais quand même sur la rumba. J'ai un passé. Non, mais de ce que je comprends en même temps, quand je te parlais de limites, c'est on dirait que dès que là, tu t'es un peu ouvert les portes, justement, comme après la COVID, de ce que je comprends, tu t'es vraiment mis à fond. Puis là, ben, en plus d'avoir, comme tu l'as dit, les variables qui font que tu pouvais t'améliorer, finir le cégep, etc. Mais je me suis mis à y croire éventuellement. Les filles
les filles que je me voyais pas battre, ben éventuellement, à un moment donné, je parlais avec Émilien, puis je suis comme, hey, tu sais, je pense que je pourrais la battre, cette fille-là. Puis il était comme, ben oui, tu peux, tu sais. J'étais comme, OK. Fait que, tu sais, c'est de fil en aiguille, c'est devenu ça. Mais voilà, 6 ans, bientôt 7 ans, non. J'aurais pas aspiré à ça. Fait que, tu sais, quand les gens disent, c'était-tu ton rêve d'être championne du monde, ça serait mentir de dire oui. Ouais. C'est devenu un rêve. Mais c'est ça. C'est pas un rêve de petite fille comme mettons, Kim Clavel. C'était son rêve d'être championne du monde. Puis j'admire ça. C'est hot. C'est encore plus hot quand ça fait des années, je pense, que tu t'aspires à ça. C'est parce que t'en vois des fois justement que, tu sais, peu importe quel sport, le soccer en ce moment, la FIFA, les autres, ils voient que c'est du monde qui, depuis qu'ils ont 4-5 ans, qui jouent au soccer, puis que là, sont rendus à 30 ans, puis que là, sont à l'élite mondiale. Toi, est-ce que tu disais que tu as commencé tard? Est-ce que c'est un sport qui a peut-être la chance de pouvoir... On peut commencer plus tard, peut-être, la boxe, versus n'importe quel autre sport? Je le vois, ou est-ce que c'est un sport qui a besoin de beaucoup de physique aussi, dans le sens où t'as 11-12 ans, tu peux pratiquer la boxe, mais t'as pas nécessairement de combat, t'as pas... Ben non, il y en a. En fait, maintenant au Québec, il y a un programme qui s'appelle le PB8. Okay. Puis ils commencent les petits jeunes à 8 ans. Puis c'est des coups au corps seulement. C'est vraiment cute. C'est l'initiation à la boxe. C'est tellement mignon. Fait que, tu sais, moi, il n'y avait pas ça dans mon temps. Puis j'ai fait d'autres sports anyway. Puis, tu sais, comme je viens d'une région, ben... il y a moins aussi d'accès au sport en général. Il y a moins de variété que si t'es à Québec ou à Montréal, par exemple. Fait que, tu sais, il y a ça. Je pense que de commencer tard, ça dépend de la personne. Ça dépend de ton chien, ça dépend d'à quel point tu le veux. Je pense que tout est possible dans la vie. Il y a des boxeurs professionnels, des boxeurs qui ont commencé tard puis qui réussissent en ce moment puis que tout va vraiment bien. Ça dépend, comme je t'ai dit, je pense, de ton mental puis d'à quel point tu le veux. Mais c'est sûr qu'un jeune qui a commencé à 5, 6, 7, 8 ans, il va avoir un avantage sur les autres qui ont commencé plus tard, ça, c'est sûr. Ouais. Mais tout est une question de mental, j'ai l'impression. OK. Je te pose une question un peu plus rough. On a parlé de plan B, de plan C, puis de... Techniquement, en ce moment, tu es au sommet de ton art, puis ça va vraiment bien, puis je le sens que ça va continuer définitivement. Est-ce que tu es le genre de personne qui est do or die, dans le sens où en ce moment, tu vas te mettre 200% à ça, puis il n'y a pas nécessairement de plan B? Ou est-ce que dans ce genre de sport-là, où est-ce qu'on le sait, des fois, sur une carrière, il y en a qui réussissent toute leur vie, comme il y en a qui, malheureusement, des fois, c'est un spotlight pendant un temps, puis de... As-tu un plan B? As-tu quelque chose, ou en ce moment... Puis je te pose cette question-là parce que j'aimerais ça que tu me dises non, c'est juste le plan A puis that's it. Mais tu l'as dit, t'es quelqu'un qui est terre à terre. Fait que je me posais la question. Ben en étant terre à terre, tu sais, quand je l'ai mentionné, quand j'ai commencé ma carrière, je visualisais pas vivre de ça. Ouais. Puis j'ai étudié comme infirmière. Fait que, mon cours d'infirmière, je l'ai en poche, il est terminé. Je suis pas inscrite au tableau de l'ordre. Tu pratiques pas. C'est ça, je pratique pas en ce moment, mais je prévois m'inscrire éventuellement. J'avais comme idée de travailler en médecine esthétique parce que j'ai déjà travaillé comme assistante médicale dans une clinique de médecine esthétique. Puis ils ont ouvert une succursale à Montréal. Fait que, tu sais, je vais pouvoir éventuellement travailler là si je le désire. J'ai aussi découvert une genre de passion, un genre de talent, je pense, dans le broadcast, quand on analyse des combats, fait que TVA Sport, puis mon promoteur m'engage, fait pour le faire quand je me bats pas, ben j'y vais, je fais les galas, fait que j'aime vraiment ça, fait que tu sais, peut-être une petite avenue là-dedans, puis ben je me fais souvent dire que je m'exprime bien, que comme c'est naturel, que fait que, tu sais, peut-être que, qui sait, je vais peut-être avoir des petits contrats ici et là sur la télévision, tu sais, dans un truc de sport, j'aimerais vraiment ça, c'est sûr. Puis je me découvre une petite passion. Il y a ma chum, Jade Masson-Wong, qui se bat aussi, elle se bat dans le bare knuckle. Fait que c'est de la boxe, mais à point nu, finalement. Puis depuis qu'elle fait ça, ça fait comme 4 ou 5 ans, je pense. Je vais toujours avec elle dans tous ses combats. Puis je m'occupe de sa coupe de poids, de la logistique de la semaine, tout ça. Puis je suis pas sa manager, mais un peu comme la manager de la semaine. Tu sais, fait que je pense que j'aimerais peut-être ça, pas coacher, pas être mind coach, pas coacher nécessairement, mais être un genre de soutien dans une équipe si, genre, il y a des gars qui ont à partir dans un camp d'entraînement puis il y a de la logistique, des trucs comme ça. Ou même chez AF Tiger, si jamais ils ont une job à donner là-dedans, je pense que j'aimerais ça. Puis peut-être faire un petit temps partiel comme infirmière. Ça a toujours été un désir pour moi de faire un temps partiel comme infirmière, pas un temps plein, puis encore moins travailler à l'hôpital avec les conditions de travail qu'on connaît. Ça m'inspire zéro, ça me tente pas du tout. Je veux mettre ma vie en avant, puis je trouve que la vie est trop courte pour aller se faire chier dans un hôpital pour peut-être avoir un fonds de pension nice plus tard, parce que ton fonds de pension n'est pas garanti. Tu peux mourir bien avant d'y toucher. Ça, c'est ma façon de penser. Fait que, tu sais, peut-être jongler avec tout ça. Mais oui, je mets vraiment pas mes œufs tous dans le même panier. Je trouve que c'est vraiment important. J'ai d'autres aspirations. Je pense que je suis bonne dans autre chose que juste la boxe. Puis je suis pas stressée. Puis, mais en ce moment, je mets sur la boxe à 100%. C'est mon plan A.
Puis, ben, plan B, C, D, E, F, G, ça sera ce que ça sera. Okay. La vie peut tellement changer rapidement. Là, 6 mois, j'aurais jamais pensé que j'allais déménager à Montréal. Ouais. Here I am. Fait que, tu sais, je reste ouverte. Je reste vraiment ouverte d'esprit. Parce qu'on voit surtout à travers le monde, là, bon, toutes les affaires à Jake Paul, ces affaires-là, je veux dire, on a vu beaucoup de paires de yeux puis de viralité autour de la boxe en ce moment, puis les autres sports aussi en général. Est-ce que tu sens qu'au Québec, il y a encore une grosse limitation au niveau du potentiel dans ce sport-là? Ou est-ce que tu sens que, toi qui es là-dedans depuis quand même un moment, est-ce que tu vois justement toutes ces portes-là qui s'ouvrent en ce moment, puis ces opportunités-là? Ou tu sens qu'au Québec, on est peut-être encore un petit peu en arrière, on va le dire comme ça? Bien, c'est certain qu'on est en arrière, mais pas nécessairement relié juste à la boxe. Okay. On est en arrière parce qu'il y a seulement le hockey qui est mis de l'avant. Regarde les séries, qu'est-ce que ça l'a fait. Ouais. Puis c'est beau de voir ça. Puis je suis contente aussi pour l'équipe Victoire, l'équipe de filles. Ouais. Il y a un grand engouement pour elle. Puis c'est hot de voir le Québec mettre de l'avant autant un sport de femmes. J'adore ça. Ouais. Par contre, au Québec, on n'est pas nécessairement, même au Canada, on n'est pas un pays sportif comme l'Australie, comme en Angleterre peuvent l'être, ou comme les États-Unis, par exemple. Ouais. Les États-Unis, peu importe le sport, t'es une superstar. Puis en Australie, même chose, c'est un pays de sport. Fait que, tu sais... avec, mettons, le statut que j'ai en ce moment, ce que j'ai gagné et tout ça, ben si tu me places, si j'étais une fille qui venait de l'Angleterre ou si j'étais une fille aux États-Unis, ben j'aurais peut-être un 500-600 000 abonnés sur Instagram. Ouais. Là, j'en ai 35 000. Puis c'est correct, c'est très bien, déjà, mais les gens s'en foutent du sport. Les gens vont apprécier davantage des gens qui ont fait OD. Puis c'est pas une mauvaise chose, mais ça reste que... Je pense que les gens... Ici, on est plus portés à apprécier... le chaos un peu, puis le drama et tout ça, parce que c'est une question de génération, c'est une question de upbringing, qu'on a été vraiment élevé comme ça dans un sens, puis c'est correct, mais je pense que ce serait le fun de voir plus de télé-réalité reliée au sport pour faire découvrir les sports, parce que c'est ça qui est important. Puis en mettant le sport de l'avant, mais tu mets de l'avant aussi les saines habitudes de vie, puis quand tu vois des gens s'entraîner, mais ça inspire les autres à s'entraîner. Tu sais, le recul d'une couple d'années, il n'y a personne qui courait des marathons. À cette heure, tout le monde en court, puis c'est rendu average de courir un marathon, tu sais. Je me sens comme pas dans la gang de pas le faire. Tu comprends? Ben, puis moi, ça me dérange vraiment pas parce qu'il n'y a rien qui m'excite d'en courir un marathon, puis je le ferai jamais, OK? On va faire le team. Ça me prend la dopamine, là. Ça me prend un peu plus de rush que ça. Mais, tu sais, tout le monde est comme, tout le monde court des marathons, puis genre, fucking marathon. Mais non, c'est cool parce que c'est à force de voir les gens le faire. Ben, OK, ben moi, tout, je vais le faire. Puis je pense que la société est en santé plus en santé. Les jeunes bougent plus qu'avant dans ce sens-là. Fait que ça, c'est une bonne chose. Petite pause au podcast d'aujourd'hui pour vous parler d'un des sponsors du podcast Ordinaire qui se trouve à être 40 Uniform, qui est une compagnie incroyable qui font de l'impression de vêtements corporatifs. Si vous avez une compagnie qui a besoin de quoi que ce soit, des tote bags comme ça à l'effigie de votre entreprise, des casquettes, des hoodies, des manteaux, name it. Peu importe ce que vous avez besoin, ils ont les meilleurs forfaits au Québec, tout simplement. Si vous voulez imprimer 50 t-shirts pour vos gars sur le chantier de construction, peu importe qu'est-ce que vous avez envie, 40 Uniform peut rendre ça réalité. Rendez-vous sur le site web dès maintenant et allez voir les différents forfaits qui sont disponibles. Et merci énormément à 40 de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. De retour à l'épisode. Mais c'est ça, si on mettait les sports en général plus d'avant, ça aiderait. Juste d'en parler, je pense que c'est une étape. Comme tu l'as dit, de voir la victoire, de voir là, les gens qui bougent. Je pense qu'on ne doit pas dire jamais. T'sais, encore une fois, on est toujours, je pense, un petit peu arriéré. Pas juste au Québec, au Canada, point, si tu compares aux autres pays. Si à un moment donné, justement, il y a plus de gens qui en parlent, il y a plus de vedettes dans le monde du sport aussi. Puis, je vous appelle des vedettes dans le sens où des vedettes qui performent aussi. Quand des visages et des ambassadeurs. Quand ton pays, ta province commence à avoir plus de personnes, des championnes du monde, d'avoir des gens qui performent, d'avoir des Québécois qui sont dans la ligne nationale ou whatever, je pense que ça peut commencer à plus faire shiner aussi, apporter de l'intérêt. Parce qu'on est très multiculturel. Puis, je vois tellement de monde parler de la FIFA ensemble. Puis, je suis comme, moi, j'aime le soccer, mais je l'écoute pas. Je le suis pas ou rien. Tu vois qu'il commence peut-être tranquillement, pas vite, mais c'est parce que je vous souhaite ça pour le sport. Je vous souhaite qu'il y ait plus d'engouement encore plus, mais aussi d'opportunités. Parce que vous faites des choses qui sont vraiment hot. Puis puis tu l'as dit tantôt, oui, vous êtes peut-être un petit peu moins de filles que de gars, mais ça reste que pour que tu sois championne du monde, t'es une des 4 ou t'es là. Vous êtes un très petit ratio de gens qui réussissent à réussir, parce que toutes les autres ont
on sait pas c'est qui. Nous, on les voit pas, les noms, les autres. Fait que vous méritez le spotlight, puis vous méritez d'avoir les opportunités aussi. Fait que, mais je suis sûr que ça s'en vient éventuellement aussi. Sur ces belles paroles qui m'ont fait sortir carrément de ma cédule, ça a l'air que tu voulais habituellement aller peut-être dans l'armée, initialement? Oh mon Dieu! Ouais, ben en fait, quand je suis déménagée dans la région de Québec, j'avais comme idée de m'en aller comme pilote dans l'armée. J'avais été faire le test de psychométrie, je pense que j'avais 18 ans, 19 ans, j'étais avec ma mère à Rimouski. Puis on est allé faire le test psychométrique, puis j'avais eu le meilleur score que tu peux avoir. En fait, je sais pas c'est quoi le score, mais j'ai eu le meilleur score, puis j'avais accès à tous les métiers. Je pouvais carrément choisir. Puis quand j'ai déménagé à Québec, ben le métier, c'est un métier d'officier que je devais faire. Fait que je m'étais dit, ben je vais faire un bac, parce que pour faire un métier d'officier, ça te prend un bac. Soit que tu vas étudier dans l'armée, dans une université qu'eux te disent d'aller pour X, Y, Z, ou genre je pouvais comme continuer à boxer puis faire un bac pour l'avoir en poche, puis quand je vais être prête, ben je pourrais aller faire le métier d'officier qui était pilote. Moi, je me voyais piloter des CF-18. Rien de moins. Je parlais d'adrénaline tantôt, j'avais besoin. Fait que c'est ça. Puis j'avais commencé le bac, puis finalement, le bac, j'ai vraiment haï ça, ce que je faisais. Je le dirai pas parce que je veux pas me bâcher ce bac-là. Il y en a que je pense qu'ils aiment ça. J'avais vraiment comme pas aimé ça, puis j'avais arrêté. Puis finalement, l'armée, j'étais comme, ben, tu sais, si je pars dans l'armée, je peux plus boxer. Fait que, tu sais, j'ai comme mis ça de côté. Puis, tu sais, tu vois, je suis pas triste de l'avoir mis de côté, là. En ce moment, je suis bien. Ouais. On n'aurait pas le même podcast aujourd'hui. Non. on aurait peut-être même pas. Ouais, c'est ça, 100%. Quand tu te bats, justement, il y a beaucoup de gens qui voient les aptitudes physiques, mais, puis j'ai déjà parlé avec d'autres combattants, tu sais, sur le podcast, toutes les aptitudes psychologiques. Puis j'ai vu, mettons, ton entrevue pour ton dernier combat que tu as gagné. Justement, tu disais que les coups à la tête, ça t'avait frustré beaucoup. Les coups de tête, ouais. Est-ce que c'est une partie de toi ou tout simplement du sport qui était difficile à travailler, peut-être le côté plus psychologique, ou est-ce que tu t'es quand même fessé d'en face? Puis je me dis, moi, c'est une des choses que j'aurais énormément travaillé, parce que je pense que moi, je me fais frapper une fois, puis je vois noir. Toi, comment ça s'est développé? As-tu même des expériences à nous raconter de fois que... Tellement, vas-y. Mais la première fois que j'ai fait un vrai sparring, parce qu'on faisait du sparring touch, fait que le sparring touch, c'est juste vraiment low contact, là, très, très, très léger. Fait que mes premiers sparring, plus avec la puissance que j'ai fait, je suis partie du gym en braillant, le gros sanglot, genre comme ça, là, puis j'étais arrivée chez nous, j'ai continué de brailler pendant 2 heures, là, puis j'étais comme, je suis commotionnée, puis tu sais, je capotais. Tellement de drama, là. Mais c'est parce que, comme tu l'as dit, c'est pas normal de se faire frapper, là, tu sais, puis comme, là, t'es là, c'est le sport, puis t'es devant l'autre, puis l'autre aussi, elle peut te foutre à la frappe, mais l'autre aussi, elle peut te frapper, là. Puis le coach, il pensait plus jamais me revoir. Je suis retournée le lendemain. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que, tu parles que toi, tu verrais noir, mais il y en a beaucoup. En fait, on fait tout ça au début. On voit noir, on fait « on s'enrage, on devient émotif », mais tu apprends rapidement que quand tu deviens émotif, tu deviens prévisible. Ouais. Puis aussi, tu brûles énormément d'énergie, puis après ça, t'es dead, puis là, tu te fais frapper encore plus, fait que là, tu te fâches encore plus, puis c'est comme un cercle qui finit plus. Mais ça prend plusieurs années, là, avant de gérer ça. Puis ça nous arrive encore de se fâcher. Puis d'ailleurs, moi, à deuxième ronde de mon dernier combat, où quand j'ai eu ma coupure, quand je me suis fait couper, là, j'entends mon coach faire « Ah, tu l'as coupé, nanana, ref », puis là, tout le monde est déçu, puis là, je vois qu'il commence à préparer ses Q-tips d'adrénaline pendant qu'il avertit la fille de pas me donner de coup de tête. Là, je vois que j'ai du sang, puis là, je suis comme « La tabarnache, je vais en faire payer », puis là, je me fâche, tu sais. Puis je me suis juste comme ruée sur elle, puis genre pour vrai j'ai manqué la knocker, elle a vraiment été ébranlée, puis comme si j'avais eu un round de 3 minutes comme les gars, parce que les filles ont fait des rounds de 2 minutes, je pense qu'elle durait pas le round. Fait que je me suis fâchée, mais ça a quand même été payant. Fait que ce combat-là, où il y avait beaucoup de coups de tête, puis que ça me fâchait, puis que c'était tannant, puis de l'anti-box, où qu'elle accrochait beaucoup, puis que c'était gossant. Mais quand j'arrivais dans mon coin, mon équipe me recentrait vraiment beaucoup, puis c'est ça qui m'a aidé là-dedans. Je me sentais vraiment comme bien enveloppée, de comme, OK, c'est vrai, on revient à ça, non, faut pas que je m'excite, faut pas que je me frustre. Puis ça m'a groundé. Fait que, tu sais, même après 12 ans de boxe, ça m'arrive des fois. Mais pour le voir en tant que spectateur,
ça a l'air souvent frustrant. Puis pas juste de manger des coups, mais tu sais, je vais faire une comparaison. Mais un coup de poing, ça fait... Tu sais, je sais que j'ai l'air folle de dire ça, mais un coup de poing, ça fait pas si mal, tout dépendamment de la personne qui est en avant de toi. Alicia Baumgartner, elle cognait vraiment fort, je peux le dire. Mais elle me cognait zéro, mais une tête, là, os sur os, là, ça fait fucking mal. Ben oui. Genre, c'est vraiment désagréable. Là. Parce que moi, c'est quand, justement, tu sais, mettons, il y en a une qui est fatiguée, puis que là, elle est plus sur toi, puis que tu peux pas donner aucun coup. Je compare à MMA quand ils sont en soumission ou quelque chose. Tu sais, il y a des choses que... En tant que téléspectateur, tu regardes et t'es comme asti que ça a l'air frustrant parce que là, il est juste sur toi au complet, puis tu peux absolument rien faire, puis là, il faut qu'il vous sépare, whatever. Versus comment toi, tu dois se sentir à ce moment-là. Mais c'est parce qu'il y a des arbitres qui vont faire une bonne job puis qui vont avertir le boxeur. Mais pour ma part, cet arbitre-là, qui habituellement, on m'avait dit qu'il était super bon, mais cet arbitre-là n'a pas fait grand-chose. Là. Genre, il n'a pas averti nécessairement pour les têtes. Elle m'en a donné vraiment beaucoup. Puis il aurait pu même lui enlever un point à la limite pour l'accrochage puis les coups de tête à un moment donné. Ça n'aurait pas changé l'issue du combat pour elle. Mais je veux dire, c'est un vrai avertissement. Puis après ça, ben, elle va se mettre à faire plus attention. Mais si elle se fait pas avertir puis qu'elle continue puis qu'on la laisse faire, ben, elle apprend pas non plus. Fait que c'est ça dépend aussi des officiels que tu as dans le ring. Ouais. Tu l'as mentionné un peu tantôt, j'ai envie qu'on en parle. Quand j'ai lu la pré-entrevue, j'ai vu que tu voulais justement comme avoir une voix pour les hommes. Puis quand j'ai vu ça, j'ai relu plusieurs fois, je me suis dit, est-ce que c'est une voix pour les femmes? Est-ce que c'est juste une erreur de frappe? Ou de... J'ai compris un peu pourquoi. Tu veux-tu nous en parler un peu? Oui, bien en 2018, j'ai perdu mon ex-conjoint, Jimmy. Il s'est enlevé la vie. On s'était laissé à sa demande. En fait, principalement, ça venait de lui, là, qu'on se laisse. Mon rythme de vie avec la boxe, le fait que je savais pas trop où je m'en allais, que je voulais travailler en restauration, que j'avais quitté l'université, ça c'est quand même quelque chose qui le stressait. C'est un gars qui était anxieux, qui avait besoin de certitude, puis de cadre et tout ça, puis de normalité un peu plus dans sa vie, là, entre guillemets. Puis moi, j'étais très comme, ben c'est pas grave, on verra rendu là. Puis je suis encore de même aujourd'hui, puis ça peut quand même être stressant pour des gens qui ont besoin de savoir comme à tous les jours c'est quoi leur journée. Fait que je voyais qu'il était pas heureux. J'ai proposé, est-ce que tu préférerais qu'on se quitte? Oui, on s'est quitté. Puis éventuellement, ben, c'est ça, il a fini par s'enlever la vie de par le fait que je pense qu'il s'ennuyait de moi, pas capable de passer par-dessus. Puis avec toutes les problématiques qui vient avec, j'y avais proposé d'aller consulter avant qu'on se laisse aussi parce qu'il faisait beaucoup d'anxiété. Il avait pris rendez-vous initialement, puis éventuellement, il avait cancellé son rendez-vous parce qu'il avait recommencé à travailler. Puis il était comme, anyway, ça m'aidera jamais. Fait que, tu sais, je trouve ça important. Surtout, c'était un gars qui était dans le domaine de la construction. Il était opérateur d'engin de chantier. Puis je trouve que ce domaine-là, tu sais, des gars qui sont tough et tout ça, c'est un peu plus difficile. Je pense que ces gens-là ont une idée arrêtée sur qu'est-ce que c'est un homme. Puis encore plus avec ce qu'on voit avec le mouvement des masculinistes, là, ce temps-ci, c'est assez épeurant. Mais c'est important de parler de comment on se sent. C'est important, même qu'on soit une fille, qu'on soit un gars, c'est correct de pleurer, c'est correct de pas bien se sentir, puis c'est correct de dire à nos amis, hey, tu sais, j'ai besoin de jaser avec toi, puis on n'a pas besoin d'être tout le temps faire notre tough. Vraiment, vraiment encore plus. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde, quand j'ai fait une vidéo dernièrement pour parler de ça, des filles, tu sais, du monde qui ont dit, puis les femmes, elles. Mais les femmes, on est habitué de parler, on est habitué de dire qu'on va en thérapie, puis comme quand on dit qu'on a une psy, ben c'est comme, OK, ça slip dans la conversation comme si tu disais, j'ai mangé du Subway pour dîner. Tandis qu'un gars, c'est comme, ah, ouais, tu fais une thérapie, hey! Puis c'est comme, c'est une grosse affaire. Fait qu'il y a beaucoup de travail à faire. Puis déjà, depuis, tu sais, ça l'a fait 8 ans, Jimmy. Déjà en 8 ans, le travail est immense. Il y a eu beaucoup de changements. Ça a été mis de l'avant. Les réseaux sociaux, tout ça, c'est vraiment grand. Je trouve ça super nice ce qui se passe, mais il faut continuer d'en parler. Il faut continuer de normaliser que les hommes puissent avoir besoin d'aide. Puis c'est ça, c'est normal. C'est normal. J'ai la chance d'en avoir reçu plusieurs sur le podcast, qui justement, autant ont accepté de s'ouvrir sur le podcast, mais aussi juste en général de pouvoir en parler comme ça, de l'importance des fois. Puis tu sais, les hommes, on est bon avec l'ego, avec la façade, avec le ci. Puis si des fois... Je vais pas dire que vous avez besoin, mais vous avez envie de garder ça, mais ça peut être d'aller parler en privé. C'est pas de votre faute nécessairement, parce que tout jeune, tu sais, je pense à mon beau-frère, le chum de ma soeur, Sophie, de qui je parlais tantôt. Je me souviens, Raph, il avait genre 7 ans. Puis Sophie, lui, il partait travailler à l'extérieur pour 2 semaines. Il revenait une semaine, 2 semaines, une semaine. Puis j'étais là, puis il avait dit, là... tu vas prendre soin de maman pendant mon absence. Hey, c'est gros, là, ses épaules. Tu sais, tu peux pas comment il peut prendre ça, là. Si ma soeur, elle avait fait un accident d'auto puis elle serait morte, lui, il aurait dit c'est de ma faute.
Il se serait senti coupable. J'ai pas protégé maman. Tu sais, c'est con, mais c'est des petites choses comme ça qu'il faut faire attention. Puis, tu sais, déjà, comme, bon, ben, papa, il a travaillé fort, il nous a ramené de l'argent pour la maison, tu sais, ramené le pain sur la table pour qu'on puisse manger, nanana. C'est tout le temps comme avoir l'air tough. Puis, tu sais, genre, j'ai tout souvent fait cet exemple-là, mais les annonces de Dodge, là, des rames, là, genre, fort, dur, nanana, comme c'est tough, c'est viril. C'est tout le temps des trucs comme ça, que, comme, c'est insidieux, mais c'est là. Ouais. C'est tout petit, mais ça finit par forger ce que ça l'a forgé. Comme tu le dis, c'est plein de petites choses qui s'accumulent qu'à un moment donné, les hommes, on est bons avec ça. On est bons pour avoir cette image-là, puis la garder. Mais au même titre que les femmes, on se fait montrer que genre, faut être belle, puis se taire, puis genre... 100%. C'est le même principe. Mais j'aime ça que tu en parles comme ça, parce que comme tu l'as dit, une femme qui se met du bord des hommes... Autant que c'est beau qu'autant que c'est controversé, dans le sens où je comprends que les filles sont comme, ben là, puis nous autres, puis de... Mais il y a beaucoup d'hommes, à l'inverse, qui vont faire « Hey, c'est rafraîchissant qu'une femme en parle de ça. » 100%. Parce que, encore une fois, j'apprécie le mouvement féministe. C'est important d'être féministe pour l'équité des droits des hommes et des femmes. Mais il y a beaucoup de femmes qui pèsent à la tête des hommes, puis c'est pas tous les hommes qui sont comme ça. Faut pas tous les mettre dans le même panier. Fait que je pense que c'est encore plus important. Ouais, c'est qu'on se met beaucoup de pression. Je parle pas pour une femme, là, je parle pour moi, mettons, je parle pour les hommes en général. On se met beaucoup de pression, justement, dans ce paraître-là, mais dans aussi essayer d'être tout le temps la personne qui... Tu sais, puis je l'ai eu la discussion avec ma femme dernièrement, on essaie souvent d'être la personne qui peut pas collapse, tu sais. Nous, on peut pas pleurer, c'est pas ce que je vais dire, mais tu sais, ça peut pas aller mal, parce qu'on est là pour... Tu sais, moi, c'est les enfants, c'est ma femme, c'est ça. Ouais, puis même mettre tes besoins en avant. Si à un moment donné, t'es pas bien dans une situation X, ben comme, OK, ben je vais ravaler ma salive, puis je vais rester là-dedans, même si je suis pas bien, parce que le bien des autres avant le mien. Tu sais, c'est souvent ça, les gars. C'est souvent le bonheur des autres avant leur propre bonheur. Mais c'est important de penser à son bonheur à soi, parce que personne ne va le faire à votre place. 100%. J'aime ça, c'est des très beaux mots. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour le futur? Puis en fait, avant même de te souhaiter ça, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Parce que là, un combat comme ça qui vient tout juste d'arriver, c'est cool. Je suis sûr que tu es encore sur un petit nuage, les gens autour de toi aussi. Mais c'est quoi le prochain step? Je vais avoir un autre combat cet automne, quelque part en octobre. Je sais déjà la date, mais je peux pas l'annoncer tout de suite. D'ici là, j'ai un voyage. Pour nos 30 ans, on va à Tomorrowland. Fait que j'ai un autre festival après ça, tout de suite après, que je vais faire en Croatie avec des amis de Montréal. Tu vas croiser des amis à moi là-bas. Ah ouais? Tomorrowland ou t'es affecté? Tomorrowland. OK, bon, parfait. Tu mets, en tout cas, on s'en parle après. Je vais t'es envoyer, hein? J'en ai besoin, mais j'y vais pas mal solo à Tomorrowland, en réalité. Ouais. Okay. La vie a changé, bref. C'est correct. C'est un autre sujet. C'est correct. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je vais en profiter. Puis après ça, quand je vais revenir de voyage, je vais recommencer autour de, tu sais, vers la mi-août, là, un camp d'entraînement pour une date potentielle en octobre. Puis c'est ça. OK. T'as l'air d'être encore sur un mode un peu go with the flow. Je suis toujours comme ça. Ouais? Ouais, vraiment. Vraiment, parce que je sais pas demain comment je vais me sentir, je sais pas. La semaine prochaine, je vais être vivante. On verra rendu là. Mais ça, je trouve ça rafraîchissant. Merci. Dans le sens où des fois, comme on a dit, d'avoir une structure ou quelque chose, d'en avoir un minimum. Mais c'est important. Quand t'as des enfants, t'as pas le choix. On s'entend d'avoir une certaine structure. Pas le choix. Ça, c'est parce qu'il faut l'offrir à eux autres. J'étais le gars le moins organisé sur Terre. Je dis pas que je le suis encore. Mais t'as pas le choix d'avoir un petit peu pour eux autres parce que les autres, c'est tout ce qu'ils te demandent. Ben, puis un cadre fait des enfants sains d'esprit aussi. Quand tu as des enfants avec un cadre, ça fait des enfants qui sont pas anxieux. Exact. Fait qu'on travaille fort là-dessus. Mais de voir des personnes comme toi qui peuvent juste go with the flow, aller avec la spontanéité, je trouve ça le fun. Merci beaucoup d'être venu sur le podcast Ordinaire. Hey, merci à vous autres. On va suivre avec attention. Octobre, je vais suivre ça aussi. On va te voir. Merci. Ça serait le fun de voir cette prochaine victoire-là. Je te la dis déjà. Est-ce qu'on connaît déjà the opponent ou non, pas encore? Non, je sais pas moi-même. OK. Mais ça, habituellement, c'est ça après combien de temps? D'habitude, on le sait 2 mois avant le combat. Là. Puis, c'est pas mal là qu'on commence le camp d'entraînement aussi 2 mois avant. Fait que... Léla Baudouin, merci beaucoup d'être venue sur le podcast Ordinaire. Bon succès pour la suite. Merci. J'espère que vous appréciez le podcast d'aujourd'hui avec Léla Baudouin. On a parlé de boxe, on a parlé de sa vie, on a parlé de sa carrière, on a parlé tellement de belles choses aujourd'hui. Et c'est ce qui est le fun avec Léla. C'est simple, c'est facile, je l'ai dit, c'est elle go with the flow. Donc j'ai tellement aimé le podcast d'aujourd'hui et j'espère que vous aussi, et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, YouTube et compagnie si vous n'êtes pas ordinaire ou si vous avez un parcours atypique ou si vous avez une personne à nous recommander pour le podcast. Vous pouvez le mettre en commentaire dès maintenant. C'est promis, on vous lit à chaque semaine. Merci du support et à la semaine prochaine.